Bonjour, je m'appelle Daniel Grandry, je suis élève à l'Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'addiction aux jeux vidéo. Nous allons partir à la rencontre d'élèves, mais aussi de professionnels, pour vous donner leur point de vue sur le sujet. Nous questionnerons également quelques parents sur la thématique. Une grande enquête signée Aline, Élise, Aurélie, Yann, Daniel et Lucas. Depuis quelques années, on travaille en collaboration avec l'asso Alfin qui nous permet de financer des projets à caractère entrepreneurial. Donc on stimule des compétences chez les jeunes. Et donc cette année, en fait, on est parti d'un constat, notamment un constat sur la cour de récréation, que les jeunes étaient rivés sur leur téléphone et en fait jouaient sur la cour de récréation en ligne au lieu de parler avec les autres élèves de la cour de récréation. Et donc cette idée de mener un projet de sensibilisation par rapport aux jeux est venue et a occupé surtout les élèves au départ de la section informatique. On avait l'impression que pas mal d'élèves étaient addicts aux jeux vidéo. Ce que j'entends par addict aux jeux vidéo, c'est-à-dire que ça prenait une part tellement importante de leur vie que d'autres parts de leur vie étaient mises un petit peu sous-estimés en tout cas. Au niveau scolaire, les résultats étaient vraiment en chute libre et ils avaient parfois tendance à rester plus fermés sur eux-mêmes. Fortnite ou d'autres jeux sur mon téléphone. Fortnite souvent. Moi je joue à GTA V. À GTA. Des jeux du style Rocket League. Des petits jeux de coop. Je joue à League of Legends, à World of Tanks et à Minecraft principalement. Non, parce que ça dépend en fait. Je joue par exemple une journée 20 minutes et des autres 1h30. Oui, mais c'est quand même bien alors moi ça me dérange pas. Non, je ne pense pas. Avant oui, mais plus maintenant. Maintenant j'arrive à bien structurer mon temps. Combien de temps joues-tu? 8 heures par semaine. 2-3 heures. Alors très peu parce que je suis pas tout le temps là-dedans. 1 heure ou 2. Peut-être 1 ou 2 heures par jour. Je dirais 6 heures quand j'ai congé. 4 ou 5 heures par jour. Pour quelles raisons joues-tu? Pour le gameplay qui est intéressant. Parce que sinon je m'ennuie un peu chez moi. Parce que c'est gay. Parce que mes copains m'y ont invité et puis je me voyais pas le refuser. Voilà. Parce que j'aime bien et c'est mon tonton qui m'a initié à jouer à GTA. Donc. Je sais pas, ça me divertit, j'aime bien passer du temps avec les gens, parler avec eux. J'aime jouer avec mes amis. Est-ce que ça engendre des problèmes avec tes parents? Parfois oui, mais forcément il y a des conflits, c'est normal. Non, parce que je joue avec eux de temps en temps, pas beaucoup, exprès. Non, pas trop. Bon, des fois ils me font la reproche de tu joues trop. Mon père n'est pas d'accord n'est pas trop d'accord que je joue aux jeux vidéo, mais sinon il me laisse quand même si j'arrive bien à gérer mon temps. Penses-tu être addict? Je ne pense pas. Non, parce que vraiment il y a des mois où je joue pas du tout. Non, ça va encore. Peut-être pas addict, mais j'aime vraiment bien, quoi. C'est vraiment une passion. Non, je ne pense pas. Mon fils, qui a 11 ans. 11 ans, ok. Oui. Trouvez-vous qu'il y passe beaucoup de temps? Oui, énormément de temps, beaucoup de trop. Beaucoup. Savez-vous pour quelles raisons il joue? Je pense que c'est pour être en contact avec les amis, il parle beaucoup. Il y a les casques et le jeu avec des amis, même des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent mais
par exemple son cousin qui est beaucoup plus âgé ou des copains de son cousin qui sont beaucoup plus âgés, qui ne voient pas forcément et je pense que ça lui plaît de pouvoir discuter avec eux, même s'ils ne parlent pas forcément du jeu pendant le jeu. Joue tout seul ou avec d'autres personnes? Avec d'autres personnes. Je joue tout seul. Je préfère en multijoueur, c'est plus amusant avec des amis. Avec quelqu'un, avec des amis. Quelles sont les stratégies que tu as pour moins jouer? Aller dehors, plus faire d'autres choses que jouer aux jeux vidéo. C'est vrai que c'est compliqué, si on n'est pas à la maison, directement on va sur l'ordinateur. Alors ça, j'en ai pas, donc si t'en as, je suis preneur. Donc, on va prendre un exemple qui est beaucoup plus connu du grand public que celui des jeux vidéo. On va par exemple prendre un exemple avec le tabagisme. Mais on sait que quand on décide de fumer, eh bien, il y a deux choses qui se passent. D'une part, il y a le geste du fumeur, hein, le fumeur qui allume une cigarette pour soulager toute une série de choses qui sont plutôt d'ordre psychologique, par exemple, situation de stress, par exemple, une envie de détente, par exemple, une envie ou un rituel après un repas, enfin, toutes les raisons psychologiques qui peuvent faire que le fumeur va allumer une cigarette. À côté de ça, en fonction des substances qu'on va ingérer, donc des substances chimiques, la nicotine, le goudron, etc., il y a tout un mécanisme de dépendance physique qui se met en place dans le corps. Donc, c'est-à-dire l'organisme, il s'habitue petit à petit, s'accoutume à avoir une certaine dose des produits qu'on va ingérer en fumant une cigarette. Donc là, on voit bien qu'on a d'une part les effets psychologiques et de la dépendance psychologique, d'autre part, on a une dépendance qui est plutôt liée à des produits et liée à quelque chose de physique. Dans les soucis de surconsommation aux jeux vidéo, eh bien, on n'a pas cette deuxième partie, à savoir la partie physique, puisqu'on ne va rien ingérer. Donc, on est bien sur quelque chose qui est intégralement psychologique, donc qui repose sur ce qu'on va investir psychologiquement dans le jeu vidéo. Donc, on n'a pas cette notion de dépendance physique, donc on n'a pas cette notion de manque physique, même si la dépendance psychologique peut parfois être tellement importante qu'on va ressentir, on va somatiser quelque part une série de symptômes qui vont nous donner l'impression qu'on peut éventuellement avoir cette dépendance physique. Donc, vous nous aviez aussi parlé de 5 catégories de joueurs, dont 2 qui étaient inquiétantes. Pourriez-vous nous résumer brièvement ces catégories? Alors, si on regarde un peu les types de jeux vidéo et les types de consommation de jeux, eh bien, on va avoir, par exemple, celui qui va rentrer chez lui et qui, même en dehors des jeux vidéo, va tout de suite se ruer sur les écrans. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'une présence, qui ont vraiment besoin de cet écran allumé. Et donc là, on voit que derrière, ce qui se cache, c'est pas tellement un problème lié aux jeux vidéo, c'est plutôt un problème lié à la construction de soi-même et à la peur de perte, la peur d'abandon, etc. Donc, plutôt un problème d'ordre psychologique. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont besoin de sensations fortes. Donc, c'est souvent les jeux de simulation, les jeux en vision subjective, les jeux dans lesquels on va avoir des sensations fortes, où on va pouvoir se mettre dans des rôles qui sont totalement inacceptables. Donc, les jeux de tir, les jeux de vol, les jeux de voiture, enfin, ce genre de jeux. Et donc là, quelque part, souvent, c'est des gens qui vont rechercher un petit peu cette petite montée d'adrénaline qu'ils peuvent ressentir dans le jeu vidéo, mais ils ne sont pas trop inquiétants, parce qu'à partir du moment où ils vont trouver des activités dans lesquelles ils peuvent s'épanouir hors jeu vidéo, eh bien, ils vont pouvoir tout à fait s'y épanouir. Alors, la troisième catégorie, c'est ceux qui aiment construire, qui aiment manipuler, qui aiment créer. Donc, c'est vraiment des jeux plus stratégiques comme les jeux avec des avatars ou les jeux comme les Sims, par exemple, qui ont eu un gros succès il y a quelques années, comme Fortnite actuellement. Donc, ils demandent vraiment de construire et de manipuler. Eh bien, là, ça va effectivement faire très très peur aux adultes en général, parce que c'est des jeux qui vont prendre énormément de temps. Mais si ça prend énormément de temps, quand on arrive à peu près à ce qu'on a voulu, eh bien, ça perd aussi pas mal de son intérêt et ça le perd assez rapidement. Et donc, petit à petit, c'est des jeux qui vont souvent se réguler un peu d'eux-mêmes. La quatrième catégorie, eh bien, c'est le joueur qui, lui, va chercher quelque part à se créer une estime de lui-même à travers le jeu. Alors celui-là, il est aussi problématique. Pourquoi? Parce que ça va créer ce qu'on appelle des joueurs acharnés. Donc des joueurs qui veulent atteindre le plus haut niveau possible. Donc potentiellement, ils peuvent jouer jusqu'à épuisement ou jusqu'au bout du bout. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les multinationales qui se cachent derrière les jeux vidéo en ligne engagent aussi des joueurs professionnels pour garder les gens allumés dans le jeu et pour continuer à ce que la personne jouent. Alors ceux-là, effectivement, ils sont un peu en danger. Pourquoi? Parce que ils ne pourront jamais obtenir ce qu'ils cherchent à obtenir. Et
cherchent à obtenir, c'est quelque part parce qu'ils ne l'obtiennent souvent pas dans le réel. Et donc ceux-là, il faut vraiment en prendre soin et essayer de leur faire enregistrer des petites victoires dans le réel, des petites victoires sur eux-mêmes, des petites victoires qui permettent de redorer leur estime d'eux-mêmes pour justement les raccrocher à cette logique réelle et les dégager un petit peu du virtuel. Et puis vous avez la dernière catégorie, c'est ceux qui veulent réseauter, hein, qui veulent nouer des liens. Alors eux, ils sont souvent sur les jeux en ligne dans lesquels il y a des chats, un peu des réseaux sociaux cachés, etc. Et ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas trop inquiétants? La grande majorité des gens qu'on rencontre dans les jeux en ligne sont des gens qu'on connaît aussi dans la réalité ou qu'on rencontre aussi dans la réalité. Ceux qui y vont parce qu'ils ont peur de l'abandon, ils ont peur de louper la formation, ils ont peur de rater quelque chose, ils ont peur d'être abandonnés. Et ceux qui vont chercher dans leur interaction avec l'écran un grand besoin de renforcement de l'estime d'eux-mêmes. Au moins là, j'y arrive, au moins là, j'ai un niveau, au moins là, je suis quelqu'un. Donc ces deux catégories de joueurs-là sont des joueurs qui, pour moi, nécessite une grande attention et nécessite peut-être une aide, enfin même pas peut-être, certainement une aide et un accompagnement externe. Quel est votre domaine d'expertise lié aux jeux vidéo? Le Digital Lab, c'est un espace qui se trouve à Liège, à côté de la bibliothèque des Chirous, dédié aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on y fait? On peut venir créer des jeux vidéo, on peut venir se renseigner sur des jeux vidéo, donc que ce soit pour y jouer, pour pouvoir lire sur différentes pratiques du jeu vidéo. Donc si vous vous intéressez à la musique de jeux vidéo par exemple, nous avons quelques ouvrages qui traitent de ça. Puis c'est aussi et surtout un endroit pour pouvoir se rencontrer. On a plusieurs activités qui permettent aux amateurs de jeux vidéo de pouvoir se rencontrer, aux créateurs de jeux vidéo de pouvoir se rencontrer, mais aussi de pouvoir croiser les publics entre les créateurs, les chercheurs, les amateurs de jeux vidéo. C'est un espace qui sert un petit peu à ça. Alors, à l'ASBL CEPAGE, je suis animateur-formateur 2.0. Ça signifie que je travaille sur ce qu'on va appeler grossièrement les nouvelles technologies, donc YouTube, les jeux vidéo, etc. Je vais faire des ateliers avec des jeunes comme vous autour de ces questions-là. Combien d'argent gagnent les youtubeurs, c'est quoi leur métier, c'est quoi leur façon de travailler, les jeux vidéo, à quoi ça sert, est-ce que c'est possible pour des jeunes d'en créer, etc. Le Liège Game Lab, c'est un laboratoire d'études culturelles du jeu vidéo basé à l'Université de Liège, qui existe depuis 2016. Et son objectif, c'est d'approcher le jeu vidéo avec une perspective culturelle. Donc vraiment de développer tous les discours qu'on peut avoir sur le jeu vidéo comme un domaine culturel et artistique et de l'approcher de plusieurs manières avec plusieurs disciplines pour développer un discours scientifique à son sujet. Est-ce que pour vous, les jeux vidéo sont dangereux? Le jeu vidéo n'est pas... je ne vois pas écrit danger nécessairement. Évidemment, quand je vois jeux vidéo, je vois surtout des opportunités de pouvoir apprendre, de pouvoir se projeter dans des histoires. À même titre qu'on peut se projeter dans une histoire, dans un livre, dans un film. Donc pour moi, c'est avant tout ça le jeu vidéo. Je pense pas que les jeux vidéo soient intrinsèquement dangereux. Bien sûr, il y a quelques cas limites. Il y a parfois des œuvres particulièrement problématiques où les auteurs ou autrices pètent un peu un plomb et font des œuvres très limites, comme il y a des films beaucoup trop violents, comme il y a des livres beaucoup trop violents et à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais dans son ensemble, la production de jeux vidéo, elle est très large, elle peut s'adresser à plein de gens, autant à des jeunes qu'à des moins jeunes, autant à des hommes qu'à des femmes, etc. Et donc, j'ai pas envie de répondre globalement en disant que tous les jeux vidéo sont dangereux. Mais comme dans tous les arts, il peut y avoir des propositions qui sont parfois un petit peu limites et à réserver à des publics avertis. Pouvez-vous nous parler de pratiques culturelles positives liées aux jeux vidéo? Une des principales pratiques qu'il y a autour du jeu vidéo, pour moi, c'est déjà la création de jeux vidéo, que ce soit directement dans un jeu vidéo comme on a pu le faire dans Minecraft où on a reconstruit Liège à l'intérieur d'un jeu vidéo, mais c'est aussi de pouvoir s'amuser à créer nos propres jeux vidéo
et de ne pas seulement se contenter de recevoir les jeux, mais c'est de se dire j'ai envie de faire tel jeu, j'ai envie de faire un super punk dans l'espace, je peux le faire en fait. Je peux faire mon propre jeu de plateforme, je peux faire ma propre aventure dans le jeu vidéo. Alors pour prendre l'exemple d'un jeu qui est très connu, j'ai cru comprendre de vous, c'est le jeu Fortnite. Dans Fortnite, on peut tout à fait jouer au jeu sans chercher à poursuivre l'objectif de faire top 1 et d'éliminer tous les autres. On peut jouer au jeu simplement pour se divertir. On peut jouer au jeu pour construire à l'intérieur. On peut jouer au jeu en oubliant cet objectif de faire top 1, mais juste pour se balader en quad ou avec n'importe quel véhicule et profiter du paysage avec ses amis et discuter de tout et de rien. Donc tout ça, c'est des pratiques culturelles. C'est un objectif qui n'a pas été pensé par les développeurs du jeu, les créateurs du jeu en tant que tels. Eux, ils ont conçu leur jeu comme l'objectif, c'est de faire top 1. Mais après, la réception des joueurs et ceux qui font du jeu, elle est très plurielle, très diverse. Et c'est cette diversité qui fait la richesse du média, justement. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'apprentissage par les jeux vidéo. Alors, l'apprentissage par le jeu vidéo, j'en pense beaucoup de bien. Il y a plusieurs cas dans lesquels ça croît de plus en plus. C'est utilisé en psychiatrie notamment, le jeu vidéo. Il y a un psychiatre qui s'appelle Bruno Berthier en France qui utilise beaucoup le jeu vidéo Portal dans ses séances de médiation avec ses patients. Ça va être utilisé à l'école. Un professeur d'histoire qui s'appelle Romain Vincent utilise le jeu Stronghold pour parler d'histoire du Moyen-Âge. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait que il ne faut pas uniquement voir le jeu vidéo avec un regard positif seulement quand c'est de l'apprentissage. Il faut aussi revaloriser le jeu en soi. Le jeu, ça peut être une fin. On peut jouer au jeu vidéo pour s'amuser et c'est pas sale et c'est pas grave. Voilà, c'est pas parce qu'on joue pour s'amuser que le jeu vidéo devient un loisir abrutissant. Donc oui, il peut être utilisé pour apprendre, mais il ne faut pas limiter le jeu vidéo à ça. Bonjour, je m'appelle Aurélie de Saucy, je suis en 6 TTR de l'Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Bien, bonjour Aurélie, bonjour à tous, merci pour votre invitation. J'ai pour objectif au quotidien d'accompagner les enseignants dans leurs usages du numérique, que ce soit le numérique ludique par le biais des jeux vidéo ou que ce soit des numériques un peu plus sérieux par le biais des plateformes pédagogiques ou de tout outil qui pourrait leur servir à améliorer l'enseignement. Alors par rapport aux jeux vidéo, j'ai été moi-même évidemment un joueur, je suis toujours un petit peu, j'ai des enfants qui y jouent, mais d'un point de vue plus professionnel, je suis notamment responsable de la partie recherche de l'événement Ludovia, donc c'est moi qui ai la responsabilité de vérifier un petit peu tous les projets de recherche qui sont amenés là pour les communications. Et Ludovia, c'est quoi ? Ludovia, c'est un événement autour du ludique éducatif, le ludique essentiellement numérique, où on parle beaucoup de jeux vidéo aussi. Comment utilisez-vous le média jeux vidéo dans votre travail ? Alors par rapport aux médias jeux vidéo, il y a deux choses, soit on le produit, soit on l'utilise. Alors le plus souvent on l'utilise bien évidemment, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver dans les jeux quelque chose qui pourrait servir à l'apprentissage. Par exemple, pour les premières années, cette année-ci, à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu venir en classe et donc on a décidé de leur créer un escape game qu'ils pouvaient faire de chez eux à la maison. Et donc on a créé un escape game où on s'est déguisé, on a fait une petite sorte de jeu, ils devaient trouver des indices, etc. Et ils passaient par les différents environnements, ils déposaient des devoirs dans l'espace numérique, ils prenaient des leçons, ils observaient ceci, cela. Et donc ce petit jeu qui a été construit évidemment pas avec les compétences de l'entreprise de jeux vidéo, forcément a été très apprécié et a été une entrée en matière assez ludique et sympathique pour les étudiants de première année. Il y a une catégorie de jeux qui, elle, est particulièrement intéressante dans mon métier, ce sont les jeux de simulation, les jeux qui font croire quasiment qu'on est dans le monde réel. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'accompagnais des futurs camionneurs, des étudiants camionneurs qui allaient déplacer des marchandises lourdes. Et le gros problème par rapport à cette formation-là, c'est qu'il y a un camion pour 17 élèves. Et donc, pendant qu'un élève est en train de conduire le camion, 16 patientes. Aujourd'hui, on a mis en place un Serious UM qui est une simulation finalement, qui a l'air d'être un jeu vidéo, mais finalement qui est un outil d'apprentissage. Et les élèves se mettent en simulation derrière un faux camion pendant que un seul fait la manipulation. On a optimisé par 16, 17, 18 en fonction du nombre d'élèves
la potentialité pédagogique de la même séquence de cours. Donc vous voyez que c'est apprendre par le jeu vidéo, c'est totalement possible. Est-ce que pour vous, les jeux vidéo sont dangereux? Est-ce qu'un jeu est dangereux? Non. L'usage, ça dépend. Il y a toujours des abus dans tous les sens, peu importe. Trop lire de livres, c'est aussi vous exclure d'une vie sociale. Trop jouer, ça pourrait être la même chose. Et après, au niveau des clés de décodage, franchement, ça se joue là. Si vous êtes capable de comprendre ce que vous avez entre les mains, il n'y aura pas trop de soucis. Si à l'inverse, vous prenez ça comme étant des similitudes de la vie réelle et que vous n'en discutez pas assez avec vos parents et vos amis, forcément, il y a un risque d'identification fort parce que contrairement à un livre, vous êtes acteur directement dans le jeu et donc le sentiment d'immersion est plus important. Donc il faut conscientiser cet élément-là. Pour vous, c'est quoi être addict aux jeux vidéo? Est-ce qu'un ado qui joue 4 heures par semaine peut être considéré comme addict? Alors je ne sais pas s'il y a un timing qui rend les gens addicts. Moi je n'ai pas cette impression que c'est un chiffre qu'il ne faut pas dépasser. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de comportements annexes à observer. Effectivement, quelqu'un qui va jouer 8 heures par jour, mais au moment du repas, au moment de sortir avec ses amis, au moment d'étudier, etc., il peut décrocher sans problème et aller travailler, s'y intéresser et avoir autant de passion pour le reste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'addiction. Par contre, un enfant qui ne joue peut-être qu'une demi-heure par jour, mais qui la nuit se réveille parce qu'il pense au jeu, le matin se réveille avant ses parents pour pouvoir aller jouer en cachette dans la période d'interdiction, etc., etc., là, on a une inquiétude plus grande. Donc, c'est plus les comportements annexes aux jeux vidéo qui m'inquiètent que le fait de jouer lui-même. Il m'est arrivé de jouer des soirées entières avec mes enfants à des jeux collaboratifs. J'ai 4 enfants à la maison. On passe des soirées derrière Mario Party, par exemple. Et voilà, je ne pense pas qu'on vit quelque chose de dramatique. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer en classe, si vous n'arrivez pas à maintenir une discussion soutenue sur d'autres sujets parce que rien d'autre vous intéresse, il y a peut-être une addiction. Parfois, l'addiction est bonne aussi. On peut trouver, grâce à une addiction, une passion dans une vie. Et voilà, vous pouvez très bien partir de jeux vidéo pour finalement en produire soi-même. Mais dans ce cas-là, quand vous regardez les jeux vidéo et que vous les utilisez en tant que consommateur, il faut avoir le réflexe de pousser l'analyse, de se questionner sur comment ils sont faits. Et déjà, à un âge très jeune, mon fils de 12 ans crée ses propres jeux vidéo. Mon deuxième, il rêve de devenir youtubeur et de parler de jeux vidéo. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus pour moi. La seule chose, c'est qu'à côté des jeux vidéo, il y a des longues heures d'écriture de scénarios, des longues heures de préparation de plans, des longues heures de tournage et de montage qui se passent aussi derrière un écran, mais là où il y a un vrai apprentissage qui se fait avec lui et on passe d'excellents moments autour de ça. Donc est-il addict pour autant? Il est passionné, et je crois qu'il y a une différence entre passionné et addict qui se joue dans les comportements annexes, justement. Moi, je donnerais comme conseil déjà de jouer entre potes. Ça, c'est la meilleure façon de la fois jouer aux jeux vidéo et de faire du social en même temps, de la sociabilisation, de jouer, faire du sport et si possible, s'il y a moyen, toujours de faire quelques activités avec ses parents. Ne pas oublier qu'à cet âge-là, donc à l'âge de l'adolescence, plus les adultes vont rejeter un domaine, c'est-à-dire ne pas s'y intéresser, plus en réaction, les jeunes risquent de s'y engouffrer. Quand un jeune termine une séance de jeux vidéo, qu'est-ce qui vous empêche de prendre le canevas de questions que vous poseriez à la fin d'un match d'un peu ce que vous voulez, foot, basket, hockey, ce que vous voulez? T'as gagné, t'as perdu, tu t'es bien amusé, t'as bien joué, quand est-ce que tu rejoues, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Eh bien, en tant qu'adulte, par rapport à ces notions d'écran et de jeux vidéo, il faut faire 3 choses. Communiquer, échanger, partager. Il faut rester à tout prix en relation avec le jeune pour qu'il puisse nous expliquer ce qu'il va chercher dans ces technologies et qu'on puisse lui apporter une réponse réfléchie et raisonnée en fonction de notre expérience de la vie, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager, qu'on puisse négocier. Quand on communique ses peurs, quand on communique ses craintes et quand on va chercher quels sont les besoins des jeunes qui se cachent derrière cet usage de technologie, eh bien finalement peuvent se régler relativement facilement. Posez des questions sur les jeux auxquels jouent vos enfants, de vous intéresser aux histoires et pourquoi ça leur plaît et peut-être un de ces 4 de prendre une manette en main et de cette fois-ci vous faire guider par votre enfant. C'est pas la conception qu'on a habituellement du parent et des enfants, mais ça vaut le coup. Ça peut vous ouvrir des portes. C'est important de prendre le temps de se questionner sur l'origine de cette pratique intensive et puis aussi de s'y intéresser.
pour la revaloriser, ne pas la diaboliser, ne pas la rejeter d'un revers de la main, mais vraiment poser des questions. Bah, tiens, c'est quoi le but dans ce jeu et qu'est-ce qu'il faut faire pour y être bon? Et est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux me faire découvrir? Bah, ça, c'est important, mine de rien, parce que ça rend la pratique aussi moins transgressive et ça permet tout simplement de partager ce qui passionne votre enfant. C'est un métier aujourd'hui qui mène à quelque chose. On peut être dans le jeu vidéo en Belgique et gagner bien sa vie. On peut être un utilisateur de jeux vidéo et créer des vidéos qui sont regardées et qui sont monétisées. C'est pas un sujet tabou, mais c'est peut-être pas l'avenir. C'est comme le football. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Tous les jeunes veulent devenir, certains y arriveront. Ben, il faut conscientiser que le jeu vidéo ne vous permettra pas tout et que l'école à côté, et la vie et le sport et les amis ont tout autant d'importance. Les jeunes communiquent énormément pendant qu'ils jouent, donc le lien social il est fort entre les jeunes. Peut-être qu'ils ne discutent pas des sujets qui vous intéressent, c'est un autre débat, mais n'ayez pas peur que les jeunes entre eux aujourd'hui, ils ne se sentent pas seuls lorsqu'ils jouent. Par contre, ils peuvent être aussi bien ennuyés dans la vie réelle que dans un jeu vidéo, donc à surveiller aussi que votre jeune ne soit pas le rejeté des jeux, comme il peut être, entre guillemets, le rejeté là, ou le leader aussi agressif ou négatif d'un groupe dans lequel il pourrait être. Donc voilà, si j'ai un conseil, oubliez le concept de jeu vidéo, passez du temps sur jeu par jeu. Donc quand vous allez prendre une pochette au magasin, c'est là qu'il faut prendre du temps. Et se demander pourquoi faire, combien de temps, etc. Et quel est l'âge qui est conseillé, quels sont les amis avec qui tu vas jouer. Voilà, ça devient intéressant. Et si dans votre bibliothèque de jeux vidéo, vous avez 80% de jeux de guerre et de bagarre, ben forcément, vous influencez la vie d'un jeune. Si à l'inverse, vous avez 50% de plaisir, d'individualisation, de jeux où on incarne un personnage, de jeux où on va travailler de manière coopérative, parce qu'il y a beaucoup de jeux coopératifs, on apprend ensemble à réaliser une tâche, ben, tout ça, évidemment, c'est de la plus-value. Et pour les jeunes, ben, intégrez vos parents, pensez à leur dire, à discuter avec eux, même s'ils n'ont pas l'air intéressés, racontez-leur un petit peu et montrez-leur les belles choses que vous y faites. Pour moi, le jeu vidéo en lui-même n'est pas ni à blâmer ni à encourager, c'est chaque jeu individuellement qu'il faut questionner pour voir si, avec ces jeux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux prendre comme plaisir, et avoir un équilibre dans le choix de ces jeux pour pouvoir, évidemment, avoir une vision du monde très globale et pas se focaliser sur un type uniquement d'art ou de jeu, un peu comme vous lisez plein de livres, pensez à utiliser plein de jeux et à découvrir un peu tout ce qui existe. C'était une grande enquête, signée Aline, Élise, Aurélie, Yann, Daniel et Lucas. L'ASSO nous a fait confiance et nous a octroyé une bourse qui nous a permis d'avoir des moyens pour réaliser notre projet. Nous les remercions pour ce financement. Le projet m'a appris beaucoup, notamment le fait d'apprendre à parler devant un public, jeune ou vieux, mais aussi à m'entretenir avec des experts. Nous avons fait un projet qui a pour but d'expliquer que les jeux vidéo ne sont pas forcément mauvais. Pour certains jeux, il y a un intérêt éducatif. Il m'a apporté beaucoup de choses. La première et la principale, il m'a offert des opportunités, comme interviewer M. Willem et encore d'autres personnes. C'est une chose que je n'aurais peut-être jamais pu réaliser. Ensuite, il m'a montré que sans l'entraide et sans motivation, on n'arrive à rien. Et pour finir, grâce aux personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet, comme à Chacun son cinéma par exemple, qui eux m'ont apporté énormément de choses, comme prendre la parole devant une caméra, c'est une chose qui avant aurait été impossible à faire pour moi, donc merci pour ce projet.